Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro 67 de MPCM Stéphane Albeda, professeur de littérature et puis metteur en scène au Collège des Creusets. Et comme de coutume, je vais commencer d'abord par lui demander les 3 livres qu'il a dans la tête à nous proposer, qui l'ont marqué et que nous pourrions peut-être lire durant la fin de l'été. Alors ça c'est la question terrible toujours, je vais dire les livres du jour, hein, pas les livres dans l'absolu parce que ça varie de jour en jour, bon il y a des grands classiques. Mais les 3. Les 3, alors le dernier en date que j'ai lu et qui m'a bouleversé c'était un Bobin, c'est son tout dernier qui s'appelle Le Murmure, paru je crois qu'on peut, pas très longtemps. On peut recommander tout Bobin. Hein. On peut recommander tout Bobin, mais celui-là il est vraiment, il est porté, c'est l'écriture qui est portée à sa pleine incandescence. Et puis ce qui est fabuleux, c'est que Bobin, moi je l'ai vu quelques mois avant sa mort, il est venu à Crans-Montana pour faire une conférence en fait. Je ne sais pas si c'est une conférence ou bien plus. Et c'était extraordinaire de voir cette pensée complètement libre qui se développait. Et dans Le Murmure, je crois que c'est... Le titre déjà, il est évocateur hein, dans cette époque de bruit ambiant extrêmement pénible. Il y a ce titre magnifique, Le Murmure, et un livre qui est de l'ordre du murmure où tout est contenu. Il y a vraiment la vie, la mort dans tous les enjeux fondamentaux, et toujours ce génie de Bobin d'avoir une espèce d'ascèse du regard qui fait que boum, il arrive à travers son écriture à donner l'essentiel. Donc il y a des fulgurances extraordinaires dans ce livre. Donc ça a été un bouleversement, Le Murmure. Et le deuxième livre? J'ai envie de donner, de rendre hommage aux grands fantaisistes. Là, je suis en train de travailler sur le livre qui m'a fait entrer en littérature, d'ailleurs, c'est Boris Vian, avec L'écume des jours. Alors, le premier texte que j'ai lu, ça peut être aussi d'orientation. C'était une petite nouvelle qui s'appelait Trouble dans les Andins. Et puis, c'est la première fois que j'ai été au contact d'une littérature qui était extrêmement libre, extrêmement inventive. Et puis c'est par cette porte-là que, de fil en aiguille, L'équipe des jeux de Boris Vian. Les 2 livres, on les trouve en poche d'ailleurs. Oui, on les trouve en poche. Et puis le troisième? Et puis le troisième, c'est naturellement tout Camus. Moi, je dirais que ce classique incroyable, alors, je vais dire une banalité, je devrais trouver autre chose, mais je suis toujours obligé de parler de cette perfection à laquelle je reviens toujours, c'est quand même L'étranger. L'étranger... Et le binôme L'étranger Caligula, moi ça fait des années que je creuse cette mine d'or et puis que j'arrive pas à l'épuiser. C'est un mystère perpétuel qui révèle des évidences, qui redevient mystère. Donc voilà, je dirais ces 3 ouvrages-là. Alors j'ai l'habitude de prendre ces 2 dictionnaires en trouvant des petits mots caustiques ou bien insolents du côté de Prat, le dictionnaire du diable. Alors dans le dictionnaire du diable, j'ai retenu le mot moraliste avec une très très courte définition, c'est un seul mot, moraliste, 2 points, qu'est-ce qu'il y a derrière? La barbe. Ça te donne quoi comme pensée? On supprime la morale? Alors non, c'est toujours ce paradoxe de la morale. Alors je dirais que comme point de départ, on vit une époque, pour moi en tout cas, très étrange, puisqu'on est dans l'affirmation d'un moralisme facile. C'est dû à l'émergence des réseaux, de cette parole. C'est l'envers de la parole libérée. C'est bien que la parole se libère. Par contre, on en arrive à des pensées toutes faites au sujet de la morale et des morales extrêmement faciles et grégaires. Et donc, voilà, je parlais tout à l'heure des livres penseurs, je parlais des Boris Vian, je parlais des artistes de cette trempe-là. Donc voilà, moi j'ai énormément de peine avec la pensée toute faite, avec la morale toute faite, avec aussi une tendance politique. On le voit en France, moi j'ai pas mal de réticence quand je vois plutôt quelqu'un qui est de pensée modérée, mais de tradition plutôt à gauche. Glucksmann est intéressant en France, mais quand j'entends toute cette pensée de la woke culture et tout ça, elle m'interroge profondément, pas sur ses fondamentaux, mais sur ses formes qui sont souvent paradoxalement intolérantes et
rendre le dialogue impossible. Et puis alors, dans le dictionnaire insolent, c'est aussi un seul mot avec une seule définition comme mot. Le mot, c'est impunité. Et puis alors, qu'est-ce qu'il met derrière impunité, Narcisse Prat? Il met ce mot prospérité. Donc il associe l'impunité et la prospérité. Je pense qu'il veut dire plus on a d'impunité et plus on va s'enrichir, etc. Est-ce que ça te dit quelque chose ou bien pas? Alors, impunité, prospérité, oui. Bien sûr, pour moi, c'est deux mots qui sont pas connotés forcément. Bon, impunité, naturellement, il y a une connotation négative évidente. Hein, mais je pense que l'homme qui a affaire à la justice que tu es, de savoir de quoi je parle. Et puis, le deuxième ne me plaît pas plus, en fait. Prospérité, c'est tous les enjeux qui sont liés au confort. J'ai beaucoup travaillé sur Saint-Exupéry, qui fait une critique assez extraordinaire du nouveau rapport qu'on a au confort. Cette aspiration au confort, elle est relativement un peu noble, puis elle est synonyme de stagnation au niveau des idées, au niveau du progrès. Donc voilà, je pense que l'équation qui est donnée par Narcisse Prat, elle est judicieuse, et puis elle met en évidence une problématique pertinente. Et puis voilà. Est-ce qu'il faut lui souhaiter une belle vie après la mort à Narcisse Prat, ou ce serait une offense pour lui? Je vais laisser la question en suspens, mais je pense à ce petit truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, où il y avait une jeune dame, un peu coach de vie, enfin bon, dans ces trucs un peu Mais on lui a posé la question, le bon conseil qu'on vous a donné. Et puis ça l'a ému, cette question, parce que ça l'a renvoyé à sa grand-mère. Elle a eu beaucoup de peine à répondre, et au bout d'un moment, elle m'a dit, vous savez, ma grand-mère, elle parlait peu. Mais je me rappelle une fois où elle disait comme ça, pour dire, voyez la vie, c'est un souffle, et puis après, elle a fait ce mouvement pour dire que, voilà, et que d'un autre côté, ben, tout part peut-être dans la terre, etc., mais que c'était quand même important, tout ce qu'on disait sur le moment, etc., et qu'il fallait prendre tous ces souffles de vie, en quelque sorte, comme quelque chose de très important. Bon, à un moment donné, avant que tu acceptes de venir sur ce divan, on avait songé tous les deux peut-être à faire quelque chose que sur Albert Camus. Alors peut-être que pour la 100e, on fera ça, on verra. Je me suis jusque-là, mais en fait, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a mis en scène, parce qu'on pourrait parler de théâtre, etc. Puis finalement, je me suis dit autre chose, parce que tu as choisi dans tes pièces de théâtre, on va dire, des grands hommes. Des grands hommes. Alors peut-être qu'on va un peu passer en revue le pourquoi ces gens-là ils t'ont intéressé, et tu t'es dit, je vais m'impliquer avec mes élèves dans ces personnages, parce qu'il y a toute une série de grands personnages. Comme tu as cité, toi, tout à l'heure, Saint-Exupéry, sans que je suive un ordre vraiment, pourquoi Saint-Exupéry et pourquoi cette œuvre que tu as mis en scène? Alors, ça me fait penser que tu m'avais posé une question, tu me demandais les 4 œuvres que j'avais beaucoup aimées, hein, c'était bien les 4. 3. Non, les 4, parce que j'ai oublié le 4e. Le quatrième, alors moi je suis littéralement fasciné par Carrère. Emmanuel Carrère. Là, je dis à tout le monde, devant Stéphane Albelda, qui m'a offert un livre, il m'a dit, il faut absolument que tu le lises, et j'ai toujours été, on va dire, je ne l'ai jamais lu pour le moment encore, je ne l'ai jamais lu, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas lu, L'Adversaire, et je pense que c'est le sujet, un tout petit peu qui m'a refroidi, mais pour dire diverses raisons personnelles, etc. Je vais le lire un jour, mais je ne sais pas lequel. J'ai lu Le Royaume des cieux, bien, c'est Le Royaume des cieux. Le Royaume, tout simplement. Le Royaume. Mais alors, lequel tu allais nous proposer? Alors, D'autres vies que la mienne, ou Limonov, ou L'Adversaire. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que dit Carrère à propos de l'indicible de l'adversaire, hein, qui est autour de l'affaire Roman, où on a un individu qui est une espèce de mythomane qui crée sa vie sur un mensonge. Carrère se dit que le boulot de l'écrivain est à peu près le même. Donc,
moi, ce qui m'intéresse, je pense, dans mon boulot de prof et dans mon boulot de metteur en scène, c'est en fait toujours cette même question, c'est comment est-ce qu'on peut proposer une situation qui est problématique, où l'être humain est fondamentalement, il n'est jamais donné dans une dimension caricaturale, il est bon ou mauvais, voilà, on n'est pas du tout là-dedans, mais on a une dimension, un humain problème, un humain problématique. Et c'est l'impossibilité qu'on a d'arriver à un regard univoque. Je pense que le travail de l'avocat, il est très très proche de ça. Comment est-ce qu'on va défendre un cas où on a une espèce de... Jacques Vergès, dans son dictionnaire amoureux de la justice, il dit qu'un bon avocat, notamment au pénal, il ne peut pas l'être s'il n'a pas une profonde connaissance de la littérature, par exemple, parce que ces personnages-là, ils disent quelque chose toujours, Dostoïevski, etc., de l'âme humaine. Évidemment. Donc, comment est-ce qu'on construit une narration? Comment est-ce qu'un dispositif narratif peut infléchir, par exemple, une décision de justice? Et comment l'écrivain arrive à trouver une éthique et une distance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion-là de distance. Comment est-ce qu'on regarde quelque chose en sachant, qu'il est impossible de savoir effectivement la réalité telle qu'elle est. Dans le cas de l'adversaire, elle échappe même à roman, vraisemblablement. Et puis après, ben voilà, c'est comment est-ce qu'on travaille avec une vision kaléidoscopique en multipliant les points de vue sur une œuvre. Dans l'enseignement de la littérature, c'est ça, puisqu'elles sont toujours polyphoniques, ces œuvres. Elles peuvent être considérées à différents moments, selon différents points de vue. On peut leur faire raconter n'importe quoi aussi. Comment est-ce qu'on se maintient dans une ligne éthique? Et puis quand on est sur un plateau de théâtre, alors qui est le lieu absolu du mensonge, le théâtre, comment est-ce qu'on fait pour mentir le minimum sur un plateau de théâtre? Là, il y a toute la théorie sur la distanciation, sur l'identification. C'est tous ces objets-là qui m'ont fasciné. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé au destin de Van Gogh ou de Saint-Exupéry, où on a des lacunes, on a des vides. Alors, on a des choses emblématiques chez Van Gogh, voilà, le moment où il perd son oreille, la mort de Van Gogh, est-ce que c'est un suicide? La disparition de Saint-Exupéry, c'est le point de départ, c'est toujours le vide. Et à partir de ce moment-là... Alors chez Saint-Exupéry, pour revenir à... Pourquoi Saint-Exupéry chez toi et ce que tu as voulu aussi transmettre à tes élèves d'abord, puisque d'abord tes premiers récipiendaires c'est les élèves et puis ensuite les spectateurs. Oui, alors Saint-Exupéry, la petite anecdote est assez marrante. Il y a des livres qu'on a mal lus dans la vie et puis on revient plus tard. Et c'est très très bien de se rendre compte qu'on a peut-être été à un moment donné défaillant ou imbécile dans le sens premier sur quelque chose. C'est simplement une rencontre qui ne s'est pas faite à ce moment-là. Ça ne s'est pas fait. Et moi, Le Petit Prince, c'est vrai que je l'ai vu dans sa dimension caricaturale très très longtemps. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des pubs, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et puis tu as une pomme de terre. C'est dire où on en est arrivé avec ces œuvres-là. Et puis moi j'entendais ces phrases au mariage, l'histoire du renard, et puis ce goupil m'emmerdait pour finir. Je disais, encore Saint-Exupéry, etc. Donc très galvaudé. Et puis j'étais dans mes jeunes années, j'étais prof à Brigue, et puis il y a des étudiantes qui m'ont dit Bitte Herr Lehrer, le Petit Prince. Et puis j'ai essayé de poser un acte d'autorité, naturellement ça n'a pas marché. Je dis ok, d'accord, on va faire Le Petit Prince. Et je prends ce livre, je le relis à la relecture. J'étais vraiment bouleversé. La problématique de Saint-Exupéry, moi j'aime toujours fouiller les biographies aussi, beaucoup me documenter. C'est une vie assez erratique. Alors en même temps, elle a quelque chose de très très défini parce qu'il peut arriver avec une lucidité extraordinaire. Et puis dans sa vie, c'est quelqu'un qui est un éternel distrait, c'est un pilote à la fois excellent et terrible, personne ne veut voler avec lui, c'est quelqu'un qui rate beaucoup de choses et qui les réussit également. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir que cet homme, en 1943, il est à New York, et puis il a cette grande question, et je pense que c'est celle qui me guide aussi aujourd'hui, c'est comment parler aux hommes, quelle importance attribuer au langage, quelle est la forme qu'on peut donner, quel est le contexte dans lequel un langage peut encore parvenir. Et ce qui est fabuleux, c'est que vraisemblablement, il ne trouve pas la réponse. Et paradoxalement, il fait un livre, une commande de son éditeur, ou la femme de son éditeur, qui lui demande d'écrire un conte pour enfants, il écrit Le Petit Prince.
et tout en l'ignorant, en fait, il trouve la plus belle des formes pour parler aux hommes. Donc c'est ce genre de paradoxe qui mérite d'être raconté. Moi, je voulais, quand je montais Le Petit Prince, je voulais à un moment donné que les gens entendent le texte que je n'ai pas entendu, c'est-à-dire la fin, la disparition, cette inquiétude face à la solitude, ou cette manière de peupler les étoiles par son imagination. Je voulais que les gens soient confrontés à un texte dit tout simplement. Et après, bon, ils en font ce qu'ils veulent. Alors, la façon, le ton que tu as utilisé là maintenant, ça m'a renvoyé à une anecdote que j'ai vécue hier, où on avait un professeur d'architecture du côté de la sociologie. Il était du côté de la sociologie. Ils étaient 12 jurés qui critiquaient, dans le sens positif et actif du terme, des travaux de master en architecture. Et ce gars-là, il a énoncé ce mot en disant que ça manquait de radicalité. On voyait qu'il voulait aller dans ce sens-là, il manquait de radicalité. Et je me suis permis, tout à la fin, d'aller lui parler, puis lui dire, j'ai juste quelque chose à vous dire, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Wajdi Mouawad, qui a dit que la radicalité qui manquait aujourd'hui, c'était la radicalité de la nuance. Je pense que ça, c'est quelque chose qui te parle beaucoup dans ton métier, dans ta vie d'homme et de professeur. Oui, effectivement, et puis c'est vrai que Alors, ma question, pourquoi, puisque tu as mis notamment Littoral en scène? En fait, il faut parcourir la route, parce qu'au début, on se dit que on travaille à l'intuition, on prend des œuvres, elles nous touchent, elles nous bouleversent, et puis il faut quand même construire une trajectoire pour relier les points et se dire « Ah ouais, en fait, il y a quelque chose qui se dégage ». C'est vrai que Mouawad, moi j'ai monté 2 pièces de Mouawad, Incendie et Littoral, et en fait la thématique, ce qui est au cœur de l'œuvre de Mouawad, c'est la rédemption par le langage. Je pense que pour moi, un des plus beaux personnages du théâtre, tout personnage confondu, c'est Nawal. C'est Nawal dans Incendie qui nous donne cette possibilité. Non, je t'interromps là, parce que grâce à Stéphane Albelda, j'ai découvert Incendie, une pièce de théâtre. Franchement, je vous la recommande. C'est vraiment une des 3-4 œuvres qui m'ont marqué. C'est un coup de poing dans le plexus absolument incroyable. Et puis, bon, il faut tout lire Mouawad, mais ça, Incendie, c'est fantastique. Donc, je n'ai pas vu Incendie, mais donc, une des premières que tu as choisies, c'était Littoral. Et finalement, tu relis ces points. Alors, pourquoi ce premier point alors? Parce que c'est le hasard d'une rencontre? Alors, c'est en fait, c'est toujours cette problématique du langage que j'ai évoquée tout à l'heure sur Syntex. Et sur Mouawad, il y a cette chose qui est assez magnifique dans un article, parce qu'il repart il est libanais, Mouawad, il a grandi au Canada, et quand il repart au Canada, il revient avec sa troupe de théâtre, avec une histoire sur le Liban, en ayant lui-même d'énormes lacunes, puisqu'il n'a pas vécu ce Liban. Et puis, ce qui est assez fabuleux, et je pense que ça résonne aussi dans l'époque actuelle, c'est qu'il dit qu'il est, c'est dans un article de l'Orient littéraire, il dit qu'il est l'enfant de la détestation, qu'il a appris à détester, à se méfier en tant que chrétien libanais. Ne va pas jouer avec les Arabes, lui disait sa mère. Mais qui sont les Arabes, qui sont les chrétiens, etc. Et il a une formule qui est vraiment typique de Mouawad. Il dit « J'ai appris à retourner le crayon », c'est-à-dire à écouter, à donner la parole à l'autre. Et ce qu'il fait dans son œuvre, souvent, c'est qu'il va donner la parole à l'ennemi et construire les possibilités d'une rédemption à partir de ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un contexte de ressentiment extrême à tous les degrés. Tout est toujours... voilà, l'exemple politique de la France que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus dans la construction ou dans la possibilité d'un dialogue démocratique, mais dans un cumul de ressentiments qui bloquent et qui font obstacle à la vie. Et Mouawad, il a ce génie-là, à un moment donné, de convoquer par la parole la possibilité de la rédemption et du pardon. Ça, en pensant à ça, je suis revenu de Catalogne il y a 2 jours et par hasard j'ai écouté France Culture. Il y avait une rabbin juive, j'ai oublié son nom, qui a sorti un livre maintenant et qui est une amie. Delphine. Voilà, exactement. Delphine comment? Orfleur, je crois. Voilà. Et j'ai appris que c'était une amie de Mouawad. Et puis elle racontait cette anecdote qui franchement me fait encore frissonner maintenant, c'est que elle a expliqué que c'était un ami, quelqu'un de proche avec qui on pouvait dire les choses de manière profonde. Et un jour, Mouawad lui explique, tu sais, j'ai en moi
une graine antisémite très marquée. Je sens cette violence et cette haine antisémite qui est marquée. Et un jour, je me suis dit, elle existe en moi, je dois en prendre connaissance, mais c'est très important maintenant de ne pas l'arroser, mais de l'assécher. Parce que si je l'assèche, volontairement je ne l'arrose pas, je ne vais pas être dominé par elle. Et si par hasard je l'arrose, même de manière inconsciente et souterraine, eh bien, je vais dégager chez moi cette haine incroyable. Et je dois accepter le fait que j'ai en moi cette graine à assécher. Alors, je crois que je me suis trompé sur le nom, je crois qu'elle s'appelle Delphine Orviller. Ouais, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Elle est toujours très très intéressante dans ses interventions. Bah, moi, je pense que ce qui est intéressant dans les enjeux, en tout cas de l'enseignement, et puis aussi du théâtre, de la modeste pratique que je peux avoir, c'est que la première chose, le premier pas qui serait intéressant, c'est celui du regard introspectif. Les graines problématiques, elles sont déjà à l'intérieur de soi. Et moi j'ai l'impression maintenant que dans cette parole décomplexée, cette parole du ressentiment, c'est très facile de la mettre à l'extérieur et on travaille sur des logiques cathartiques, des logiques de bouc émissaire, en projetant les problématiques intérieures à l'extérieur et en retrouvant un sentiment de communauté. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. Et je pense que ce qui est intéressant, en tout cas pour moi dans un espace par exemple tel que la classe ou un plateau de théâtre, c'est toujours des endroits où on est confronté à un autre réel et à un temps et à un espace réel. Et donc de revenir à ces fondamentaux pour poser une parole, ça me paraît aujourd'hui vraiment un grand privilège. Dans les notes, les mots que j'ai mis, il y a naturellement celui de Don Quichotte. Don Quichotte, en fait là on est dans un personnage vraiment, comment on va dire, c'est l'imaginaire absolu, hein, on peut dire ça comme ça. Alors, comment tu l'as mis dans ton filage, finalement, et ce qui a abouti à cette œuvre? Bon, c'est une œuvre déjà titanesque, une des grandes œuvres de la littérature mondiale, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a parlé plus chez Don Quichotte et Cervantes? Alors, c'est complexe, le Don Quichotte. Alors, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre d'un parcours plus personnel, c'est que Don Quichotte, c'est l'Espagne, c'est la figure emblématique de l'Espagne, qui est assez fantomatique chez moi, puisque j'ai grandi ici avec des racines espagnoles. Et par contre, en ayant des contacts avec ce peuple, cette mentalité, dont je suis peut-être naturellement plus proche. Est-ce que tu as lu en espagnol? Je l'ai lu en espagnol. D'accord, ok. Et donc, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu dans cette Espagne qui peut parfois... il y a l'Espagne du siècle d'or, hein, on est dans le contexte, on est juste après avec Don Quichotte, cette Espagne qui est celle de l'orgueil, de la puissance, etc. Et puis on a le médicament à cet orgueil un peu maladif, c'est qu'on a l'esprit picaresque, l'esprit de la dérision qu'on va retrouver chez Molière avec ses maîtres et ses valets. Et c'est quelque chose qui m'a toujours énormément parlé, c'est-à-dire formuler un discours. Alors Cervantes fait une œuvre monumentale, comme tu l'as dit, pose les bases du roman, enfin, il est extraordinaire, mais dans un esprit où il y a la dérision qui permet toujours d'avoir une distance, de formuler une critique aussi, je parlais tout à l'heure de ressentiment, etc., en évitant l'écueil du ressentiment, en étant toujours dans la construction d'une possibilité. Et Don Quichotte, c'est assez fabuleux, parce que plus tard, Flaubert parlera avec Madame Bovary aussi de ses problèmes de l'illusion, ou Anna Karénine, ou ce genre de romans. Mais ce qui est fabuleux dans Don Quichotte, c'est que ce chevalier, il meurt dans son lit. Don Quichotte, il meurt dans son lit. Il n'est pas du tout il n'est pas appelé par son destin, enfin, il n'est pas à la hauteur du destin imaginé, mais c'est ce destin imaginé qui fait de Don Quichotte celui qu'il est. Donc c'est ce rapport aussi avec l'imagination. Je te parlais tout à l'heure, pour moi c'est tout un spectre qui m'intéresse beaucoup.
Boris Vian, Don Quichotte. Quand j'ai monté Don Quichotte, ce qui m'a intéressé aussi, c'est Terry Gilliam, des Monty Python. Il y a une espèce de making-of qui est fait sur la volonté qu'il a de tourner un film sur Don Quichotte avec Rochefort, et puis ça ne peut pas se faire, il a des choses hallucinantes, il pleut en Castille, ils ne peuvent pas utiliser d'un jour au lendemain les images qu'il a faites, tout son matériel est emporté. Il a une somme d'événements qui sont complètement une mise en abîme de ce qu'est Don Quichotte. C'est aussi une figure aussi du démiurge ou du créateur, figure qu'il ne faut pas idéaliser, qui est souvent ramenée aussi au caractère dérisoire. Tu parlais tout à l'heure de ce souffle. Moi, j'aime bien le rire, ou j'aime bien Molière, j'aime bien ces personnes qui retirent le rapport de gravité pour parler des choses. Et puis, disent, voilà, c'est dérisoire dans le fond. Je me suis demandé, quand j'ai vu La Tempête de Shakespeare, que tu as mis également en scène, je me suis dit, par rapport à ton parcours, etc., comment se fait-il qu'il a choisi cette œuvre-là et pas, je ne sais pas, Othello, Hamlet ou une autre qu'est-ce qui t'a parlé? Je me suis demandé, quand j'ai vu la première scène, je me suis demandé à la dernière scène, et je me suis dit, oui, finalement, pourquoi cette tempête? Ben, on a de nouveau la figure du démiurge, de Prospero, le magicien de Lille. Et puis après, ben, ce que je trouve assez fabuleux dans les arts vivants, les arts de la scène, c'est que il nous rappelle toujours cette dérision, c'est qu'une œuvre, elle est condamnée à vivre un espace-temps très très délimité. Donc on va donner un maximum, et puis tout en sachant que cette chose-là, elle est très très éphémère. Donc c'est la première idée qui me plaît beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand je travaille avec ces jeunes, le matériau premier, en fait, c'est pas l'œuvre en elle-même. C'est très rare que je me dise, voilà, il y a cette œuvre, je veux absolument la monter. C'est un groupe que j'ai devant moi, avec des individualités qui font qu'on peut raconter telle ou telle histoire. Et d'ailleurs, La Tempête, c'est aussi une réécriture c'est toujours le même problème de la mise en abîme, d'une personne qui arrive dans un village et qui veut monter la tempête. Et ce qui est intéressant dans l'histoire des arts de la scène, à chaque fois que j'ai le bonheur de travailler avec ces magnifiques troupes et puis ces magnifiques jeunes, c'est qu'une grande partie de la richesse du contenu, elle émane de l'œuvre naturellement, et beaucoup de ce que les personnes sont. Quelque chose qui m'a assez impressionné, je crois, au sens vraiment premier du terme, lors de j'en ai parlé avec Anthony également, c'est cette capacité de ces jeunes étudiants en architecture, paraît-il qu'ils sont formés à ça. C'est ça la réponse qu'on m'a donnée et que tous ces jeunes m'ont donnée. C'est leur capacité à encaisser, au sens premier du terme, des critiques robustes, rudes, positives ou négatives, mais vraiment solides, et à recevoir ça sans que leur narcissisme interne soit affecté au point d'être en quelque sorte dissous dans leur personnalité. Je me demandais, toi, est-ce que tu as un regard extérieur sur ce que tu fais qui te fait progresser? Parce que j'ai eu le sentiment que ces professeurs-là, puis ils étaient 15, hein, c'était pas rien, hein, ils étaient 15 de haute volée, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un où tu as des retours qui font, où tu te dis, tiens, là, je vais aller dans tel sens ou bien pas, ou il y a des certitudes maintenant avec les années qui font qu'il y a cette patte Albelda, que finalement, elle était si propre que ceux qui ont vu beaucoup de tes mises en scène savent que ça ne vient pas de quelqu'un d'autre? Alors bon, il y a deux choses. Il y a le rapport au texte dont je parlais tout à l'heure, hein, cette influence de Carrère, et puis de tourner autour de quelque chose, et d'avoir... on n'invente rien en fait, on fait ses recettes, on prend toujours des ingrédients quelque part. Il y a deux questions dans ce que tu dis. Il y a la première... Et puis il y a celle du style aussi. Ouais, c'est du style. Alors, parce que le style aussi, c'est une des questions que j'avais. C'est quoi le style Albelda finalement? Mais c'est comme pour l'écrivain. Hein. Je pense que le style, c'est ce qui caractérise l'homme, la femme, l'écrivain, l'écrivaine. Et là, oui, c'est quoi le style Albelda? Et comment ce style peut évoluer avec la confrontation avec autrui?
c'est compliqué. Le style, il est vraiment constitué, en tout cas, d'un refus. Peut-être les étudiants se moquent souvent de moi quand je dis du mal, du pathos, de pathétique, etc., de l'utilisation alors que si c'était un roman du narrateur qui est dans la posture du moi je sais. Au théâtre aussi, d'être le personnage qui est l'incarnation de quelque chose qui serait simple à appréhender. Donc moi j'aime toujours la complexité, et puis il y a ce qui fait le style, c'est que déjà dans le jeu du comédien, j'aime bien les formes de versatilité. Je ne veux pas aller idéaliser Saint-Exupéry, il y a des aspects problématiques chez Van Gogh aussi, mais c'est ces aspects problématiques qu'il faut montrer pour les révéler en tension. Là je suis en train de travailler sur Tonya Harding, la patineuse, le scandale, personnage inépuisable et fascinant, parce qu'elle est complexe. Alors, Aristote le disait déjà, qu'est-ce que c'est un personnage de théâtre? C'est quelqu'un qui est ni totalement bon, ni totalement mauvais. Donc moi, j'ai une des choses qui va constituer, je vais dire, la motivation. Après, je ne sais pas si ça arrive à la notion de style, parce que c'est un peu un grand mot pour ce que je fais, mais la motivation, pour moi, elle est de travailler sur ce regard complexe, dans le jeu du comédien, sur cette versatilité des codes. Et puis après, moi je vais travailler dans la construction dramaturgique sur la versatilité des points de vue. La première pièce que j'avais écrite, alors c'est pas du tout une pièce qui relate, qui s'appuie sur des personnages existants, c'était l'énigme du suicide d'un jeune enfant de 11 ans dans nos montagnes, la pièce s'appelle Annès Dialogue pour l'enfant volé, qui était montée au petit théâtre, et puis c'était de me dire, tiens, en fait, comment est-ce qu'on construit autour de ce vide? Donc c'était deux comédiens qui allaient incarner 38 rôles différents, et puis conjuguer les regards, et puis nous renvoyer à cette énigme. Donc pour moi, peut-être que c'est ça le centre de la chose. Maintenant, la deuxième question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on interagit? Voilà, c'est ça. Voilà. Tu parlais de ces étudiants-là. Alors pour moi, il y a quelque chose qui me guide, c'est Laurent Terzieff, magnifique homme de théâtre, qui disait il n'y a pas de méthode. Parce que quelqu'un lui demande, mais quelle est la méthode Terzieff? En tout cas, un refus de la méthode, puisque les œuvres sont différentes et les groupes sont différents. Donc c'est une forme de disponibilité, puis de risque consenti pour dire, voilà, on va essayer la meilleure version possible avec ces gens-là et cette œuvre-là. J'ai une question qui me vient très souvent, et je vais même poser aux jeunes, parce que les jeunes, ils sont peut-être moins réceptifs, parce qu'ils ont moins d'années, mais je vais utiliser un gros mot, ta vocation, on va dire, professorat et théâtre, etc. Est-ce que tu arrives à l'inscrire dans un événement, une époque de ta jeunesse préadolescente, par exemple? Alors moi, j'ai deux moments clés. Le premier, moi, je ne suis pas du tout d'un milieu lié aux études. Je ne suis pas du tout issu de ce milieu-là. Et puis un jour, je suis aussi d'orientation à Nanda. Et il y a un prof de grec qui vient, qui est d'ailleurs Nandar, M. Prat, qui vient parler. Et puis il y a le prof qui nous dit, voilà, il y a un prof de collège qui va venir. Là, tu es étudiant ou bien? Alors, je suis aussi d'orientation. D'accord, ok. Élève du cycle, je suis au fond de la classe. Il me dit que j'ai un entraînement de foot dans un petit moment. Puis voilà. Et puis, je me rappelle encore aujourd'hui de cet homme qui vient, qui parle du grec, et qui cite une phrase de Jacqueline Dormy qui dit un langage aux douceurs souveraines, le plus beau qui soit né sur des lèvres humaines, ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, alors vraiment j'ai aucune idée, quand on parle de vocation, d'être appelé quelque part, je suis au fond de la classe, je suis le gars du village qui joue au foot, je dis, ok, je vais faire latin-grec. Et c'est comme ça que je décide de faire le collège. Et puis après, il y a une autre... Ça, c'est quand même des éléments sources. C'est un élément source, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Il y a déjà cette problématique du langage, mais à l'époque, j'ai aucune idée. Donc je passe un collège, première, deuxième année. Et le second que tu as en tête? C'est une prof qui s'appelle Madame Roten du Moulin, à un moment donné, qui nous fait faire un exercice en troisième année, un exercice d'écriture poétique. De nouveau, j'ai un entraînement de foot, ça continue. Et je me dis, bon, voilà, puis elle rend les dissertations, les poèmes de tout le monde, puis pas le mien. Et je me dis, vraiment, en fort intérieur, j'ai fait une boulette, j'ai fait un truc comme ça. Et puis, elle prend la parole, et puis elle dit à la classe, voilà, là j'ai un poème
que je vais vous lire, etc., etc. Et puis elle m'appelle à la fin de l'heure. Alors ça, c'est fabuleux parce qu'elle m'appelle à la fin de l'heure. Elle a un regard comme ça, très perçant, très aigu. Puis elle me dit... elle me parle de choses. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, je me dis, j'ai l'entraînement de foot, il faut que j'y aille. Et puis elle me dit, un jour, tu rencontreras Camus. Et tu rencontreras Antigone. Et moi, je dis, ouais, super, voilà. Et c'est la première qui met le doigt sur quelque chose. Et c'est marrant, pour la petite histoire, je l'ai appelée pour finir, je montrerai Antigone. Je développerai une relation aussi, voilà, très très proche de Camus. Et je l'ai appelée, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, en disant, voilà, je crois que j'ai compris, en fait, tu avais raison. Voilà, c'était bien vu. Et après, j'ai aussi eu la chance d'avoir un prof qui a influencé beaucoup de monde au Creuset, qui était, en fait, c'est celui qui m'a transmis aussi les ateliers théâtre des Creusets, c'est Jean-Daniel Coudray, qui est aussi un libre penseur dans ce qu'il y a de plus noble et qui a été un modèle, je pense, très 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 inspirant. On va dire la petite question retorse. Parce qu'à l'index, on est retorse. Non, mais quelle est l'impression que ça donne lorsqu'on dit, avec ce que tu as mis en scène là-bas, le gourou Albelda qui a sa troupe et qui la maîtrise là comme un gourou et pas comme un metteur en scène? C'est quoi ta réaction à ce genre de signifiant? Je ne suis pas du tout un gourou. Nous allons inspirer profondément et attirer les gens. Alors, est-ce que, non, peut-être plus sérieusement dit, est-ce que tu te rends compte que ta façon d'enseigner, on va dire, la passion que tu transmets, ça a quand même des éclats d'obus, ou des éclats, des pépites sur autrui ou sur certains que tu rencontres? Alors moi, j'ai pas du tout, j'ai jamais eu cette impression-là, parce que c'est la question de l'objet tiers. En fait, le théâtre, c'est un objet tiers. Un cours, c'est un objet tiers. Et mais la façon de le présenter a un impact. Oui, tu as pris tout à l'heure des exemples de personnes très précises qui ont fait que tu es Stéphane Albelda aujourd'hui, par ces petits moments. Alors, par exemple, ces profs, j'ai eu très peu de contact dans cette triangulation entre prof, étudiant et matière. J'ai eu très peu de contact direct, extrêmement peu. Cette parole de Madame Roten du Moulin, une autre parole de Coudray en me disant, mais la liberté elle est dans la contrainte, arrête de m'emmerder avec des textes qui vont dans tous les sens. C'était des petites choses, mais et même après, je serais collègue avec Jean-Daniel Coudray, on n'a pas eu énormément de rapports directs, mais ça s'est toujours fait par la médiation de l'objet tiers. Et je pense qu'en tant que prof, moi j'ai très peu de relations proximes avec les élèves, très peu d'interactions, ou de je pense que dans la vie c'est, etc. J'ai aucune discussion comme ça. L'essentiel se passe toujours autour de cet objet qui est soit l'œuvre qu'on est en train d'analyser, soit Molière. On travaille Molière, on va générer quelque chose, on sera ensemble. Mais ce qui est important pour moi, c'est que les personnes, là peut-être que moi j'ai une détestation profonde déjà je n'aime pas les subir et je n'aimerais pas faire subir cette espèce de moi-je du gourou, moi je sais. Je pense que ce qui est le propre de l'enseignant, je vais peut-être fâcher les nouvelles pédagogies, c'est de révéler le génie propre de l'étudiant. C'est que lui se révèle à lui-même. Nous, on est médiateur. On est médiateur. Et c'est la même chose dans l'enseignement. Une dissertation, c'est le génie propre de l'étudiant qui se révèle. C'est qu'il y a une intelligence, c'est qu'il y a quelqu'un. Après, on pourrait développer cette chose-là. Et pour moi, les fondamentaux aussi dans le théâtre, c'est vrai qu'on peut être... Il y a de tout, il y a toutes les écoles, mais il y a des metteurs en scène qui veulent que le comédien soit le reflet de ce qu'il est. Alors ça, moi, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, même la notion de personnage, elle est assez secondaire, c'est quelle présence telle personne
peut avoir en fonction de ses capacités et comment cette personne peut exploiter au maximum cette chose-là. Donc, c'est pas la logique gourou, à mon avis. Alors, Camus, qui était aussi un grand amateur de foot, il disait que l'équipe de théâtre, c'était comme une équipe de foot, il y a cette notion de groupe, etc. Alors, j'aimerais que tu nous dises quelques mots, en fait, sur l'importance, on va dire, justement du groupe, de cette atmosphère groupale et de ces gens. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe est différent d'un autre? Anthony, il disait ce matin, puis d'autres qui ont participé m'ont parlé également de ça, que dans ceux qui ont participé au Bourgeois Gentilhomme, comme par, on va dire, un hasard des circonstances et des relations, ça s'est fait, il a utilisé le terme lisse, il n'y a eu aucun problème, ça s'est déroulé vraiment dans un groupe fantastique, etc. Qu'est-ce qui fait que ton expérience maintenant des groupes, tu vois ça comment alors, à l'influx? Bon, tout d'abord, il y a une espèce de tradition par cooptation au Collège des Creusets, c'est bien que les gens, quand ils arrivent, ils sont éduqués par les gens qui étaient là. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, tu parlais de ce Bourgeois Gentilhomme. Cette année, un nouveau comédien qui arrive, qui a quelques répliques, et puis qui est, ma foi, pas conscient de ce qu'il faut faire pour être vraiment présent, puis qui passe pas bien ses répliques. Et puis, la personne qui a en face, je crois que c'était Anthony, qui a un rôle monstrueux, majeur, va vers la personne et ne lui dit pas « Ouais, mais qu'est-ce que tu fous, tu dois apprendre ton texte ». Il lui dit « Il faut que tu apprennes tes répliques parce que j'ai besoin de toi ». Partir de là, ça veut dire qu'il y a une culture qui est instillée et que de génération en génération, moi ça fait des années que les troupes sont des troupes qui savent exactement pourquoi elles viennent. Et puis, il y a vraiment aussi la notion de... Je parlais de l'objectif ou du projet. C'est qu'à un moment donné, l'objectif c'est de faire le Bourgeois Gentilhomme, c'est de faire Molière. Il faut qu'on ait tous confiance. Alors, moi j'aime pas non plus dire voilà, confiance dans la vie, etc., confiance en nous, en dehors. Non. Ici, dans le contexte de cette œuvre, il faut qu'on puisse aller tous dans la même direction et que chacun assume en fait sa place, sa part. C'est la même chose que sur une équipe de foot. L'équipe qui gagne, c'est ouais, on a vu finale Angleterre-Espagne. Les individualités sont du côté de l'Angleterre. Alors là, on voit par exemple un jeune de 17 ans qui est clos, qui va peut-être devenir une star mondiale, on ne sait pas, qui fait la une de tous les réseaux sociaux, etc. William Bata, lorsqu'il a été ici, il a utilisé le terme qu'il a su ramener à sa bonne métaphore ce matin, Anthony, de génie. Est-ce que par rapport à tous ceux que tu as rencontrés, là tu te dis que ce Bourgeois Gentilhomme-là, vraiment c'était génial de l'avoir et qu'il a rehaussé d'une certaine manière ce qui a été fait par tous? Alors, le Bourgeois Gentilhomme, il y a aussi une construction. On a la chance d'avoir un gars comme Anthony. Moi, je me rappelle la première fois que je le vois, il est dans son siège comme ça, puis il me dit « Ouais, parce que moi, je veux faire des one-man shows plus tard. » Et en 3e de collège. Il y a un parcours, et puis après, c'est quelqu'un qui a, alors bien sûr, un génie propre, une facilité. Le talent, on va dire. Il a un talent, ouais, un talent, mais vraiment rare. Et après, le talent sans le travail, c'est qu'un gros défaut. Hein. Et c'est un bosseur. Et c'est quelqu'un qui a le sens de la troupe. Donc c'est quelqu'un qui va imposer aussi un groupe qui fait un relais magnifique parce que c'est... voilà. C'est comme dans une équipe de foot, un numéro 10, leader. C'est la même chose. C'est que si on a Zidane dans l'équipe, si on a Messi dans l'équipe, on va construire beaucoup autour de ce leader. Et ce leader sera irradiant et inspirant. Il va tirer tout le monde vers le haut. Et là, en l'occurrence, avec le Bourgeois Gentilhomme, non seulement c'est absolument remarquable ce qu'il fait sur le plateau, Anthony, enfin, moi, il me fait rire, même en répétition. Quand on a vu 10 fois un truc, il réussit toujours à voir aussi cette petite chose qui est reproduite, mais qui est toujours un peu différente. Il a expliqué qu'il y a des gars qui surgissent en quelque sorte de la troupe sur le moment de la répétition et qui est ensuite réinscrit dans le texte plus tard. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être biophobe quand on travaille. C'est un organisme, la troupe, elle va vivre, et puis il y a des choses qui vont apparaître, il faut leur faire de la place. Et puis,
le comédien qui doit reproduire de manière mimétique 50 fois quelque chose, forcément ça va assécher le sol, ça va rendre le truc stérile. Donc comment la culture, pour moi la culture du jeu littéralement, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder quelque chose toujours de ludique, et l'invention et la proposition, la place pour la proposition. Donc là c'était vraiment bien parce que non seulement c'est quelqu'un qui incontestablement fait autorité sur un plateau, mais aussi par son travail, mais aussi par sa discipline, et puis son sens de la troupe. Alors les troupes, c'est marrant parce que je les vois toujours à la fin de l'année, et puis c'est les meilleurs amis du monde. Mais les 5-6 premiers mois, les gens doivent se connaître aussi. C'est pas au début, c'est quelque chose qui se construit. Et de nouveau, il n'y a pas de méta-discours sur il faut se faire confiance, etc. Non, la confiance, elle se fait quand on est dans un mouvement commun, dans un réel du jeu et du travail. Voilà, et tout ça. On peut parler d'intégration, d'inclusivité. Moi, tous les métadiscours peinent à me convaincre, voire m'emmerdent, parce qu'à un moment donné, c'est Caroline Fourest qui dit ça, le droit, non pas à la différence, le droit à l'indifférence. Tu viens dans la troupe, que tu sois de telle religion, de tel genre, de tel... On s'en fout. Et on va faire quelque chose ensemble. Et je pense que cette notion-là de faire projet, c'est en fait le meilleur moyen de rassembler les gens. Naturellement, je ne peux pas finir cette séquence-là avec toi sans parler de Albert Camus. Tu nous as dit les premiers mots. Mais qu'est-ce qu'il a pour toi qui résonne de manière spécifique, on va dire, par rapport à d'autres auteurs? Si tu devais, on va dire, presque caricaturer, dans le sens trancher ce qui distingue peut-être cet écrivain des autres. Bah, le courage, je crois. Le courage? Ouais, le courage. Ouais. J'aimais déjà énormément Camus. Moi, une des phrases qui m'a marqué au collège, c'est l'étranger, à la fin, quand il parle de la tendre indifférence du monde. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre par cette chose-là? Et là, il y a de quoi nourrir une vie. Et puis, j'ai encore plus aimé Camus quand j'ai été déçu par une biographie. Il y a une biographe qui est intéressante qui s'appelle Virgile Tanaz, qui fait les biographies sans concession. De lui? Il a écrit sur Camus, sur son texte. Alors il prend, et puis il regarde et il contourne le mythe. Hein. Camus aussi est beaucoup... enfin, il est souvent galvaudé, etc. Et puis, bon Dieu, ce qu'il a galéré. Bon Dieu, combien de fois il s'est retrouvé en dépression. Bon Dieu, comme il a mal géré certaines choses, entre guillemets, de sa vie affective. Cette tragédie avec Francine Faure. Et donc je l'ai vu dans toute sa vulnérabilité, et cette œuvre limpide, douloureuse, solaire, en fait elle est tout à fait compatible avec une vie de quelqu'un qui trébuche, qui se relève et qui a de la difficulté à vivre. Donc c'était pratiquement logique que Stéphane Albelda monte Caligula, par exemple. Complètement logique. C'est peut-être une des pièces qui m'a... Paradoxalement, en ayant beaucoup lu Camus, celle qui m'a mis le plus dans les cordes. C'était compliqué, Caligula, parce que... Pourquoi il fait ça, Caligula? Et un jour, c'est Émeric Chezot, qui est maintenant un comédien qui fait un magnifique parcours. Je me rappelle de ce moment de répétition, on est bloqué. Caligula est souvent caricaturé comme un monstre sanguinaire, et puis ce comédien qui est là, et à un moment donné, Caligula terrorise tous les sénateurs, etc. Et dit: est-ce que c'est parce que j'ai fait tuer ton fils? Mais si j'ai fait tuer ton fils, c'est parce que je t'aime. Et alors, on peut le jouer de manière monstrueuse. Et puis à un moment donné, on discute avec ce comédien, Émeric, qui lui dit: en fait, c'est vrai, il le pense vraiment. Et à ce moment-là, il y a juste le regard je me rappelle, il y a juste une larme qui perle, et Caligula était là. Donc c'est c'est une œuvre difficile, Caligula, mais très douloureuse, parce que c'est une démonstration par la négative, mais ouais, magnifique. Puis naturellement, comme homme de droit, je recommande très souvent
bon, personne m'écoute, mais ça ne fait rien, je dis à tous les avocats qui m'écoutent, à tous les juges, les magistrats, etc., qu'il faut absolument lire La Chute. L'adversaire. L'adversaire, peut-être aussi, mais dans un degré un peu plus bas dans ce jeu, cet effet miroir quand même, parce qu'il y a l'effet miroir aussi dans La Chute. Alors dis-nous un mot de La Chute et pourquoi il faut aussi convaincre ceux qui nous écoutent de lire ce petit livre qu'on trouve également en poche et qui va faire la chute de cette émission. Alors c'est ce qui fait écho, La Chute fait écho à son histoire avec aussi Francine Faure, avec son épouse qui a fait une tentative de suicide. Lui, il est dans cette relation aussi magnifique avec Maria Cazares, la grande star de l'époque, parce que c'est le livre de la lucidité sans complaisance par rapport à soi-même. Tu parlais tout à l'heure, tu disais comment est-ce qu'on est capable de se regarder, comment est-ce que moi, dit j'ai en moi des choses problématiques. C'est le livre le plus cru, le plus chirurgical sur la lucidité, sur l'introspection, ne pas se mentir. Puis, puisque tu parles de Maria Cazares, j'ose recommander également La Correspondance. C'est 1200 pages, c'est absolument c'est magnifique. Chez Gallimard, je pense aussi. Oui, c'est chez Gallimard. Chez Gallimard. Alors, je dis à Stéphane Albelda, qui a finalement accepté de venir sur ce divan, et peut-être je vais t'inviter, je ne voulais pas en prendre la deuxième, mais peut-être pour la 100e, on pourra faire sur cet auteur que nous aimons tous les deux, Albert Camus. Merci pour ce moment, Stéphane. Merci à toi.